Bien, bonjour à toutes et à tous, Philippe Géléoc, je suis chargé de cours à l'université et par ailleurs fondateur de la communauté Liberté Conseil. Alors je sais que plusieurs d'entre vous êtes admissibles ces jours-ci à différents concours, donc toutes mes félicitations. Et je sais que plusieurs d'entre vous par ailleurs ont un dossier de RAEP à rendre, à transmettre. Alors je voulais en fait vous apporter quelques conseils concernant donc ce fameux dossier de RAEP. Alors, j'ai intitulé donc cette vidéo Réussir son dossier de RAEP. Alors, le dossier de RAEP, donc de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce qu'on peut tout d'abord se dire en guise d'introduction, c'est que c'est un outil, en fait, c'est un outil qu'on va donc transmettre, c'est un outil à notre service, évidemment, pour qu'on puisse mettre en avant sa propre candidature et pour qu'on puisse soi-même se mettre en valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur de façon spécifique dans ce dossier de RAEP? En fait, on va mettre en valeur, on va devoir même mettre en valeur tout d'abord ses compétences. Et les compétences, donc, c'est tout ce qui est savoir, savoir-faire, savoir-être. Vous voyez, je connais telle chose parce que j'ai été à l'école, parce que je suis passé par l'université, donc j'ai appris telle et telle chose, j'ai tel et tel diplôme, j'ai des connaissances, je ne sais pas, moi en finance publique, en droit administratif, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre du savoir. Il y a aussi le savoir-faire. Savoir-faire, ça peut être le fait de, par exemple, savoir mettre en route une réunion, conduire cette réunion, distribuer la parole, rédiger un compte-rendu, etc., etc. Donc c'est tout ce qui a trait au savoir-faire. Et il y a aussi le savoir-être, donc troisième élément hein, au niveau des compétences, donc savoir, savoir-faire, savoir-être. Le savoir-être, c'est tout simplement le fait de, par exemple, de dire bonjour, le fait d'être correct, respectueux, etc. Donc tout ce qui a trait en gros à notre attitude et à notre comportement. Alors, évidemment, ça ne va pas se voir là, puisque j'évoque le dossier de RAEP, donc un dossier écrit. Ceci dit, on peut parfaitement mettre en avant des éléments concernant notre comportement, notre attitude au quotidien. On peut tout à fait y faire référence par écrit. Notamment en mettant en avant la vision que les autres ont de nous, l'image qu'ils peuvent se donner en général de nous. Donc je le disais, notre dossier de RAEP, c'est un dossier qui est destiné à mettre en valeur tout d'abord nos compétences et puis aussi notre expérience professionnelle. Notre expérience professionnelle, c'est-à-dire que par exemple, certains peuvent avoir parfois 10 années d'expérience professionnelle. Eh bien ça, il faut absolument le mettre en avant. Donc, petit résumé, toujours en guise d'introduction, le dossier de RAEP, il doit nous permettre de faire quoi? Eh bien, il doit nous permettre de mettre en valeur, d'une part, nos compétences, d'autre part, notre expérience professionnelle. Nos compétences savoir, savoir-faire, savoir-être, et des compétences qu'on va devoir mettre en avant, pas n'importe comment, évidemment en pensant aux compétences qui sont attendues, qui sont requises lorsqu'on sera sur tel type de poste, tel type de métier qu'on vise à rejoindre via justement par le biais de ce concours, donc via le concours, via l'examen qu'on est en train de passer. Donc mise en avant des compétences, mise en avant de l'expérience professionnelle. Parce que, évidemment, si vous avez 10 années d'expérience professionnelle, c'est toujours mieux que quelqu'un qui vient juste de commencer. Alors, toujours mieux, ça dépend en même temps, ça dépend de ce que vous avez fait de ces 10 années d'expérience professionnelle. Parce que si ces 10 années, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire qu'à chaque année, en fait, c'est sensiblement le même type d'année. Et si vous n'indiquez pas en quoi vous avez progressé d'année en année, ça ne sera pas forcément plus pertinent que quelqu'un qui n'a qu'une année d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas forcément uniquement le nombre d'années qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a fait concrètement pendant ces années successives. Alors j'en viens en gros à, je vais dire, une petite dizaine de conseils donc, concernant le dossier de RAEP et dans lequel on va trouver notamment le rapport d'activité. Alors peut-être une indication préalable, c'est que en général, je dis bien en général, et ça veut dire qu'il y a des cas particuliers où ça fonctionne différemment. Mais en général, dans bon nombre de dossiers de RAEP, on va vous demander surtout 3 choses. On va vous demander de mettre en avant les types d'activités professionnelles que vous avez eues au fil des années. Donc ça va être
fameuse période, enfin ça va être le fameux tableau des périodes d'activité professionnelle, c'est-à-dire en gros de quelle année à quelle année vous étiez à quel endroit pour exercer quelle mission, pour mettre en œuvre quel type d'activité, et là, dans le cadre de ces activités, quelles compétences avez-vous eu l'occasion de mobiliser, de développer? Donc ça, c'est un premier tableau qu'on va trouver. Donc c'est la première chose qu'on trouve assez souvent dans le dossier de RAEP. Là, je viens d'en lire quelques-uns encore tout récemment, et ça s'est présenté de cette façon-là. Donc il y a le tableau des périodes d'activité professionnelle, et ensuite il y a le tableau des formations. Donc tableau des formations, là ça va être mettre en avant avec quel type d'organisme vous avez suivi, quel type de formation. Et ce qui est important, que ce soit dans le tableau des périodes d'activité professionnelle ou dans le tableau des périodes de formation, c'est d'essayer autant que faire se peut, essayer là aussi d'être stratège. Et quand je dis stratège, l'idée d'être stratège, c'est l'idée d'avoir un objectif. L'objectif, c'est encore une fois de se valoriser, de se mettre en avant en mettant en avant sa valeur professionnelle. Donc l'idée, ça va être d'être stratège, y compris dans ces deux tableaux-là. Et être stratège, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment sélectionner tout particulièrement, par exemple, les types de formations qui sont en lien avec le métier, par exemple, que vous visez à exercer demain et qui fait que, justement, vous venez de passer tel ou tel concours. Vous voyez? Idem, en ce qui concerne les expériences professionnelles, eh bien, on va insister peut-être davantage sur telle et telle activité ou tel et tel résultat obtenu, si on peut le mettre de façon succincte. Donc, des activités, des résultats qui sont en lien avec les activités et les résultats qui peuvent être attendus demain sur le type de poste qu'on sera amené à occuper. Donc vous voyez, y compris là, y compris dans ces quelques cases, il y a moyen, j'allais dire, de biaiser, mais c'est pas forcément de biaiser, mais là, y compris d'être au moins pour partie déjà stratège, vous voyez. Alors, ça sera encore plus le cas dans le fameux rapport d'activité qui, comme je le dis très souvent, porte très mal son nom, parce qu'on a l'impression que ce rapport d'activité, qui est quelque chose de davantage littéraire, eh bien, c'est un rapport dans lequel il s'agirait de rapporter ses activités, mais n'oubliez pas que ce rapport d'activité, c'est une partie, c'est la troisième partie du dossier de RAEP. Et RAEP, ça veut dire reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Je vous le dis tout de suite, donc reconnaissance des compétences. Vous voyez, les activités, les acquis de l'expérience professionnelle, ce sont tout simplement les compétences. Comme je le disais tout à l'heure, savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, n'oubliez pas que dans ce dossier donc de RAEP, eh bien, il va falloir être stratège et bien comprendre de quoi il est question. Quand on parle de rapport d'activité, j'allais dire que c'est assez mal formulé d'une certaine façon, parce que il est vrai que c'est bien de cette façon-là que c'est formulé, c'est-à-dire on vous demande un rapport d'activité, mais quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas uniquement de rapporter vos activités, mais il s'agit surtout de mettre en avant, par la même occasion, les compétences que vous avez mobilisées, développées dans le passé et qui sont attendues demain sur le type de poste que vous visez. Donc, qui dit rapport d'activité ne dit pas simplement rapporter, donc raconter, si vous voulez, les activités qu'on a eues, parce qu'auquel cas il suffirait de transmettre les fiches de poste qui ont été les nôtres au fil des années. Donc il ne s'agit pas uniquement de cela. On se situe dans le cadre de la RAEP, reconnaissance des activités, des acquis de l'expérience professionnelle. Ça veut dire que ceux qui lisent votre dossier de RAEP, ils sont en train de se demander, est-ce que dans ce dossier-là, est-ce que dans cette présentation de parcours, notamment dans le rapport d'activité, il est question d'un parcours au sein duquel on voit très clairement qu'il y a certaines compétences qui ont été développées, mobilisées, et qui sont très exactement celles qui sont attendues demain, par exemple sur le poste que vous visez, sur un poste ou un métier, si vous voulez, d'inspecteur, de contrôleur, de secrétaire administratif, etc., etc. Donc vous voyez que quand je dis stratégie, c'est-à-dire il faut bien avoir en tête son objectif. Si l'objectif justement c'est de viser tel type de poste demain, où il faudra exercer tel type d'activité,
et pour ce faire, avoir telle et telle compétence, eh bien, quand vous allez présenter votre parcours, que ce soit dans le tableau des périodes d'activité professionnelle ou dans le rapport d'activité, eh bien, dans tous ces endroits-là, il faudra véritablement être stratège, c'est-à-dire bien mettre en avant deux choses, des activités passées qui ressemblent à celles que vous aurez exercées demain. Si vous en avez, eh bien, tant mieux pour vous. Vous voyez, c'est en gros, pour reprendre l'exemple stupide que je prends parfois, mais si demain vous visez à accéder à un poste où on vous demande de savoir faire du VTT, eh bien, si dans le passé vous avez déjà fait du vélo, eh bien, vous avez des atouts. Après, peut-être qu'il y a certaines choses dont vous ne disposez pas encore, notamment des compétences liées à une capacité d'équilibre plus importante, des capacités en termes de technique, vous voyez, des choses comme ça. Mais si par ailleurs vous avez un vrai potentiel pour, en ce qui concerne le fait d'aller vous former, etc., si vous avez cette capacité à aller vous former et que vous n'avez pas peur d'aller vous former, eh bien vous avez de vrais atouts. Donc les activités, on les met en avant, celles qu'on a exercées dans le passé et qui ressemblent à celles qu'on aura demain. Cela va sécuriser ceux qui vous lisent, parce que ceux qui vous lisent, ils se demandent, mais est-ce que cette personne-là sera capable demain, vous voyez, d'exercer telle et telle activité qui sont proposées sur tel type de poste? Eh bien, si vous mettez en avant le fait que dans votre parcours, vous avez déjà eu de telles activités, eh bien cela va rassurer les membres du jury ou les lecteurs, en l'occurrence, de votre dossier de RAEP. Et par ailleurs, si vous mettez en avant des compétences, et là il va falloir justement sélectionner ces compétences, il ne s'agit pas d'évoquer toutes les compétences mobilisées, mais bien évidemment, là aussi de façon stratégique, celles que vous avez développées dans le passé, qui se trouvent être celles qui sont attendues demain sur tel type de poste, tel type de métier que vous êtes en train de viser aujourd'hui en ayant passé tel concours spécifique. Voilà pour quelques éléments préalables. Maintenant, si j'en viens donc à 10 conseils successifs, premier conseil, ce serait le conseil suivant, c'est regarder s'il y a des instructions dans le dossier. Regardez s'il y a des instructions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder dans le dossier s'il est dit, voilà, ce qui est attendu précisément, c'est, je ne sais pas moi, de mettre en avant votre expérience professionnelle. Je voyais dans certains dossiers, on met le fait qu'il est important de mettre en avant la densité. Vous voyez, la densité, c'est le terme qui est utilisé, la densité de votre expérience professionnelle. Eh bien là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut mettre en avant le nombre d'expériences, le nombre d'années d'expérience professionnelle, par exemple l'importance de certaines responsabilités qu'on nous a confiées, etc. Donc ça va indiquer qu'il y a une densité de cette expérience professionnelle. Donc regardez bien, c'est le premier conseil. S'il y a des instructions dans le dossier, pour savoir exactement ce qu'il faut mettre dans ce dossier, donc regardez dans le dossier, c'est la première chose. Lisez vraiment de façon précise, précisément ce qui est noté tout en haut, par exemple, du rapport d'activité. Souvent, c'est quelque chose de précis qui est mis en avant. On vous demande de mettre en avant les expériences professionnelles, avec les acquis, avec la densité, comme je viens de le dire, de ces expériences professionnelles. On vous demande de mettre en avant vos compétences, des choses comme ça. Donc, lisez bien ce qui est marqué dans le dossier. Deuxième chose, lisez bien aussi, si vous en avez la possibilité, dès lors que ça existe, les rapports de jury. Les rapports de jury, c'est important d'aller les voir parce que ça vous donne une idée en fait de ce qui est attendu. C'est-à-dire ceux qui vont lire votre dossier, ils en ont lu souvent les années précédentes et ils ont écrit un rapport de jury pour dire exactement bien ce qu'ils ont trouvé positif dans les rapports, dans les dossiers de RAEP, dans les rapports d'activité aussi, bien évidemment. Et donc ils vont mettre en avant ce qui leur a semblé positif et ils vont mettre en garde les candidats par rapport à des choses qu'il faut éviter. Par exemple, éviter des successions chronologiques pénibles, vous voyez, de telle année à telle année j'ai fait ci, puis telle année à telle année j'ai fait ça, puis telle année à telle année. Vous voyez, donc ils vont vous donner des conseils, vous proposer en fait d'être vigilant par rapport à certaines choses qu'il faut éviter de faire. Donc allez lire les rapports de jury ou ce qu'on appelle aussi parfois les notes de cadrage. Pour certains concours, ça existe, donc les fameuses notes de cadrage. Je pense notamment au concours de la fonction publique territoriale où on trouve souvent des notes de cadrage réalisées par les centres de gestion, les fameux CDG, donc centres de gestion.
Donc, allez lire ces instructions. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver des règles qui sont posées. Par exemple, dans certains dossiers de RAEP, on va vous demander de parler uniquement de votre expérience dans la fonction publique. Vous voyez? Et puis, dans d'autres dossiers, il n'y a pas d'indication à ce sujet. Alors, parfois, on me dit, mais Philippe, est-ce que là, on peut parler de nos expériences dans le secteur privé? Eh bien, j'ai souvent tendance à répondre que si ça n'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Vous voyez, s'il n'y a pas d'indication comme quoi on vous interdit de faire référence à vos expériences dans le domaine, dans le secteur privé ou à des expériences extra-professionnelles, par exemple dans le milieu associatif ou en tant qu'élu, etc. S'il n'y a pas d'indication comme quoi c'est interdit, eh bien, ça veut dire que vous êtes autorisé. Vous voyez, si rien ne vous interdit de le faire, s'il n'y a personne qui vous dit non, il ne faut absolument pas le faire, bien pourquoi vous priver de le faire dès lors que vous mettez en avant notamment des compétences qui sont transférables, vous voyez? Donc transférables d'un secteur à un autre, par exemple en tant qu'élu, eh bien vous avez conduit des réunions, eh bien cette compétence-là, pour ce qui est de parler en public, eh bien c'est quelque chose qui peut être mis en avant comme étant susceptible d'être fort utile demain sur tel type de poste, par exemple un poste de cadre A ou de cadre B. Donc, allez lire c'est mon premier conseil, allez lire les instructions. Ça veut dire regarder s'il y a des règles qui sont mises en avant, et puis regarder s'il y a des critères d'évaluation, ici ou là. Vous voyez, parfois, ça existe dans le cadre de certains concours. Les membres du jury vont en fait indiquer les critères d'évaluation sur la base desquels ils vont juger notamment les dossiers de RAEP. Ils vont vous dire, par exemple, voilà, on jugera positivement les compétences lorsque ces compétences sont bien mises en lien avec les compétences attendues demain sur tel type de poste, vous voyez, ou enfin d'autres critères qui vont être mis en avant, comme le fait d'avoir un propos qui soit organisé, structuré, etc. Ce qui me fait d'ailleurs faire le lien avec mon deuxième conseil. Donc deuxième conseil, c'est structurer, organiser. C'est d'ailleurs une question qu'un membre de Liberté Conseil, de notre groupe Facebook Communauté Liberté Conseil, réussir la RAEP, vient de me poser. Donc un membre de ce groupe-là vient de me poser la question, est-ce qu'il faut faire quelque chose qui soit structuré, qui soit organisé, du type introduction, développement, conclusion? J'ai tendance à dire que oui, il vaut mieux le faire, parce que souvent, en fait, quand on se pose une question de ce type-là, il faut imaginer l'inverse. Vous voyez, imaginez par exemple imaginez quelqu'un qui vous proposerait un propos, un, qui n'est pas structuré, deux, qui n'est pas organisé. Ça veut dire que ça serait déstructuré, ça serait complètement chaotique. Après, la question que je pose souvent, c'est est-ce que vous préférez travailler avec quelqu'un qui soit chaotique, qui soit désordonné, qui soit complètement déstructuré dans sa tête, ou bien avec quelqu'un qui est structuré, qui est organisé, qui est clair, etc. Évidemment, on préfère travailler avec quelqu'un de clair, qui est compréhensible tout de suite. Donc c'est ça le point important, donc structurer, organiser. Pourquoi? Parce que c'est un conseil plus général, c'est que ce que vous faites donne une idée de qui vous êtes. Vous voyez? Ce que vous faites donne une idée de qui vous êtes. Par exemple, là, je viens de répéter 2 fois, et je vais le faire une 3e fois, ce que vous faites donne une idée de qui vous êtes. Pourquoi je le fais 3 fois? Vous voyez, je fais quelque chose 3 fois. Eh bien, c'est tout simplement parce que la répétition est quelque chose qui relève de la pédagogie. Vous voyez? Donc, on pourrait se dire, ben voilà, Philippe Géléoc, il fait quelque chose qui est plutôt pédagogique. Il en vient à répéter 1 fois, 2 fois, et en l'occurrence 3 fois, la même chose, pas parce qu'il est complètement gâteux, mais tout simplement parce qu'il fait en sorte de faire des efforts en termes de pédagogie. Parce qu'il sait qu'on peut avoir tout un tas d'informations qui passent par ici, puis qui ressortent par là, qui passent par une oreille, puis qui ressortent par l'autre. Donc le fait de répéter, eh bien, ça donne davantage de chances d'être entendu, puis il y a plus de probabilité pour que ceux qui vous écoutent puissent prendre le temps de prendre en compte ce que vous avez évoqué. Donc ce qu'on fait donne une idée de qui on est. Vous voyez, ce qu'on fait et la façon dont on le fait donne une idée de qui on est. C'est extrêmement important. Donc une fois que vous vous êtes dit ça, eh bien vous pouvez vous dire du coup que si vous faites quelque chose de structuré, d'organisé, eh bien vous allez passer pour quelqu'un qui est structuré, qui est organisé. Vous voyez, donc c'est ça le point important. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez
mettre en avant, enfin commencer par une petite introduction globalement sur le fait que vous travaillez actuellement sur tel type de poste, que vous occupez telle fonction, etc. Et que votre objectif aujourd'hui est, en ayant passé ce concours, de viser tel type de responsabilité, etc. Et puis ensuite, vous annoncez donc le développement dans lequel, sans parler forcément d'introduction et de développement, hein, mais vous faites malgré tout une introduction et un développement, mais sans noter introduction, développement, sinon ça fait un peu trop scolaire, hein, ça fait un peu petit élève, etc. Alors que le but du jeu, c'est quand même de passer davantage pour un professionnel, mais faites une introduction sans dire que c'est une introduction, faites un développement sans dire que c'est un développement, et faites une conclusion sans dire que c'est une conclusion. Mais passez peut-être effectivement par ces 3 points-là, ça peut être quelque chose qui soit pas mal, parce que ça va donner un plan qui soit clair, et d'ailleurs rien ne vous interdit en principe, sauf si vous êtes avec un logiciel, ce qui arrive pour certains concours, qui ne vous permet pas de mettre des titres, etc. Mais en général, enfin sur certaines plateformes, effectivement, c'est difficile de le faire, mais en général, on a la possibilité de mettre des titres, et ça, par exemple, c'est tout à fait envisageable, vous voyez. Donc vous commencez par exemple avec un titre, et puis le titre, il doit bien refléter tout le contenu du paragraphe qui va suivre. Alors l'avantage, c'est quoi? Eh bien, c'est que votre lecteur, vous voyez, il peut, par exemple, comme je le fais moi-même, lorsque je lis un rapport d'activité, il va voir quoi? Il va voir d'abord les titres, par exemple, les grands titres. Ça va lui donner une idée globale de ce dont il est question dans ce rapport d'activité. Ensuite, il va lire le détail. Alors ce détail doit effectivement être en lien avec les titres, hein, sinon ça va être déjà une sorte de distorsion, enfin de discordance, quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'est pas cohérent, etc. Donc faites en sorte qu'il y ait un excellent lien entre le titre que vous donnez au paragraphe et donc le paragraphe en question. Donc votre lecteur va lire peut-être, comme je le fais moi-même, d'abord les titres, il va entrer ensuite dans le détail de tout votre topo, et à la fin, imaginons qu'il fasse une pause, il va prendre un café ou autre chose, et bien quand il revient, il suffit qu'il relise simplement les titres et puis ça va lui rappeler en fait l'ensemble. Donc vous voyez, c'est une façon aussi d'être pédagogue, hein. Le fait de mettre des titres, ça va faciliter la lecture de ceux qui vous lisent. Donc faites quelque chose de structuré, d'organisé. Pourquoi? Parce que il faut faire en fait quelque chose de clair. Vous voyez, et là aussi, ça va donner l'impression qu'on aura la possibilité de travailler avec quelqu'un qui est clair, qui est compréhensible demain en tant que collaborateur. Donc faites quelque chose de clair et faites quelque chose de logique, c'est-à-dire relisez bien et comme j'aurai l'occasion de le dire plus d'une fois, faites en sorte de faire relire par quelqu'un, parce que c'est souvent quelqu'un d'extérieur qui va vous dire mais qu'est-ce que tu as voulu dire là, est-ce que ça veut dire que c'est la cause de ceci ou alors c'est la conséquence, et si c'est pas clair d'entrée de jeu pour la personne qui vous lit, un ami, un collègue, etc., un formateur, etc., un coach, etc. Si c'est pas clair pour la personne, ça veut dire que vous avez quelque chose à revoir. Et si c'est pas clair pour 2-3 personnes exactement à tel point de votre présentation, ça veut dire que manifestement il y a ce que les juristes appellent un faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui s'accordent sur le fait qu'il y a un souci ici à tel endroit en termes de clarté. Donc reprenez bien ce point-là. Donc, on a tout à fait la possibilité de structurer, d'organiser, de faire introduction, développement, conclusion, par exemple. Mais faites attention à une chose, ne faites pas quelque chose que je vois parfois, le fait de mettre en avant d'abord, dans une première partie, par exemple, les postes, et puis dans une deuxième, les compétences. Parce que souvent, dans la deuxième partie, on évoque des compétences, mais une succession de compétences qui sont déconnectés des postes dont on a parlé auparavant, et du coup on se dit, mais enfin quand on est votre lecteur, on se dit mais c'est quelle compétence là qui est en lien avec ce qui a été dit auparavant, c'est quelle compétence qui relève qui est à raccrocher à quel type d'activité. Vous voyez, c'est pas complètement clair. Donc au lieu de faire compétence, activité dans une première partie, dans un premier temps, et compétences dans une deuxième, au lieu de faire ça et du coup d'avoir des compétences comme ça qui se baladent, qui sont sans lien avec les activités, eh bien faites plutôt
soit par exemple le fait de mettre en avant les activités que vous avez eues et à chaque fois systématiquement les compétences qui ont été mobilisées, du type activité, là je suis en train de vous parler dans le cadre d'une vidéo, bien activité, faire une vidéo, et puis compétences, eh bien compétences pour ce qui est de parler en public, pour ce qui est de gérer son stress face à un public, etc. etc. Vous voyez, mais faites bien le lien tout de suite entre le fait de mettre en avant votre activité et tout de suite la compétence. Donc activité, compétence. Et comme ça, et vous continuez comme ça. Vous voyez, activité, compétence, activité, compétence. Pourquoi compétence? Eh bien, au risque de, de critiquer un tout petit peu un formateur dont j'ai entendu parler, mais qui disait que ce n'est pas la peine d'évoquer les compétences dans le rapport d'activité. Ce formateur n'avait manifestement pas compris ce qu'est la RAEP, donc il aurait mieux valu qu'il aille se former avant d'essayer de former d'autres personnes. La RAEP, ce sont les compétences, encore une fois, hein, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle, donc les acquis, ce qui n'est pas inné, mais acquis, donc ce qu'il a fallu travailler à engranger, eh bien ce sont quoi? Ce sont les compétences qui nous donnent au bout du bout la possibilité d'exercer tel et tel type d'activité. Vous voyez, par exemple, la capacité de gérer son stress, eh bien c'est ce qui donne la possibilité d'arriver la possibilité de parler en public, par exemple. Vous voyez, donc tout ça, c'est extrêmement important de le mettre en avant. Donc soit vous faites référence à vos activités en faisant à chaque fois un lien avec les compétences qui ont été mobilisées dans le cadre de ces activités-là. Donc, telle activité m'a permis de mobiliser telle compétence, j'ai fait ceci, cela, ce qui m'a donné la possibilité d'apprendre à, etc. Vous voyez, donc à chaque fois systématiquement la compétence qui a été mobilisée, et pas n'importe quelle compétence, encore une fois, la compétence qui relève des compétences qui sont attendues demain sur le type de poste ou le type de métier que vous visez, ou le type d'emploi que vous visez. Donc, soit comme ça, poste, activité et compétences, soit vous mettez en avant des blocs de compétences, c'est une autre possibilité. Vous mettez en avant des blocs de compétences, par exemple en termes de communication, vous avez développé des compétences. Donc, vous allez faire par exemple un bloc de compétences, mettre en avant un bloc de compétences lié à la communication. Puis là, vous allez faire référence, je ne sais pas moi, par exemple à la dimension rédactionnelle. Puis là, vous allez mettre en avant les activités. Vous voyez, communication, flèche en quelque sorte rédactionnelle. Donc communication rédactionnelle, et puis là vous avez par exemple rédigé des délibérations, des comptes rendus, etc. Vous voyez, donc là on part plutôt de blocs de compétences, et puis on entre dans le détail de ces blocs de compétences en mettant en avant des compétences spécifiques qu'on a mobilisées, et à chaque fois on fait le lien avec certaines activités qu'on a eues à tel ou tel endroit, peu importe après le détail, parce que ce détail-là, il est déjà donné avant le rapport d'activité dans le fameux tableau des périodes d'activité professionnelle. Vous voyez, si on va aller dans le détail, si le lecteur va aller dans le détail, il suffit qu'il se réfère à ce fameux tableau des expériences professionnelles. Troisième conseil, c'est éviter en fait les répétitions et les détails inutiles. Éviter les répétitions, ça veut dire que parfois, comme il m'arrive de le faire, il m'arrive de trouver, par exemple, dans des dossiers de RAEP, dans des rapports d'activité, il m'arrive de trouver des répétitions du style j'ai travaillé à tel endroit et j'ai accueilli des personnes. Ensuite, j'ai travaillé à tel autre endroit et j'ai accueilli aussi des personnes. Et puis, et j'ai accueilli des personnes. Vous voyez, j'ai accueilli. Bon, c'est bon, on a compris, quoi. Vous voyez, c'est un peu la réaction qu'on peut avoir, quasiment épidermique. Vous voyez, quand on lit, on se dit, mais c'est bon, j'ai compris, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un point qui est important, c'est prendre en compte le type de réaction que peut avoir votre lecteur. Vous voyez, quand je dis réaction épidermique, on pourrait se dire, ouais, c'est purement subjectif, ça relève que de Philippe Géléoc, voilà, qui émotionnellement supporte mal le fait qu'il y ait des répétitions. Non, c'est pas que Philippe Géléoc, c'est n'importe quel lecteur. Si vous répétez 15 fois la même chose, au bout d'un moment, il en aura marre. Vous voyez, surtout s'il a plusieurs rapports d'activité à lire,
qu'il est arrivé à son 15e rapport d'activité, et que là, il y a des choses qui sont répétées 150 fois. Vous voyez, il préférera aller lire du Proust, du Kundera, du Dostoïevski ou du Baudelaire ou du Rimbaud, etc., plutôt que de lire un énième rapport d'activité dans lequel il y a toutes ces répétitions. Donc ça ne sert à rien d'agacer votre lecteur, puisque ça fait qu'il ne sera pas forcément dans les meilleures dispositions qu'il soit pour apprécier votre rapport d'activité et puis le considérer de façon positive. Donc évitez les répétitions et évitez les détails inutiles. Vous voyez, souvent ce sont des choses qu'on lit dans les rapports d'activité ou qu'on entend à l'oral, ce sont des détails du type, voilà, j'ai commencé le 2 septembre 2022, et certains à l'oral en plus disent, alors c'était le 2 septembre ou alors c'était le 3 septembre, ils s'interrogent, mais en fait, on s'en moque de tout ça, hein. Je dis on s'en moque pour ne pas dire autre chose, pour ne pas être plus trivial, oui, mais on s'en moque éperdument, c'est-à-dire que ce soit le 2 ou le 3 septembre, c'est pas ça qui compte, à la limite, dites éventuellement le mois si besoin, mais n'allez pas plus dans le détail. Parce que ça n'apporte rien, c'est surtout pour cette raison-là, ça n'apporte rien. Vous voyez, ça ne valorise en rien votre candidature, ça n'apporte rien de plus qui nous permette à nous, lecteurs, de considérer de façon positive votre candidature. Donc ça, c'est le troisième conseil, hein. Attention aux répétitions et aux détails inutiles. La répétition peut se la permettre à l'oral. Par contre, à l'écrit, ça ne sert à rien, parce que c'est un écrit. Vous voyez, si je veux, comment dire, par exemple, je suis en train de rédiger mon rapport, j'ai pas besoin de répéter les mêmes choses pour que la personne intègre ce que je suis en train de communiquer. Autant ça peut être important à l'oral, comme là, par exemple, dans le cadre de cette vidéo, je vais peut-être répéter certaines choses, mais c'est pour bien marteler les choses, pour bien faire en sorte que ça rentre dans la tête, en quelque sorte, des personnes qui m'écoutent. Mais à l'écrit, en fait, il suffit que votre lecteur retourne lire ce que vous avez déjà écrit et il saura ce qu'il y a à retenir. Vous voyez, donc c'est pas la peine de faire de telles répétitions à l'écrit. Quatrième conseil, mettez en avant certaines choses dans votre rapport d'activité, notamment. Mettez en avant les expériences pertinentes que vous avez eues. Alors, quelles expériences pertinentes? Eh bien, les expériences pertinentes au regard des types de postes que vous visez. Mettez en avant les responsabilités que vous avez eues, parce que les responsabilités que vous avez eues, ça laisse entendre en fait que vous n'avez pas été qu'un pion, que vous n'êtes pas interchangeable avec d'autres, que vous avez certaines qualités, certaines compétences, du coup, c'est pour ces raisons-là qu'on vous a confié ces responsabilités, parce que qui dit responsabilité confiée, dit confiance qu'on vous a fait lorsqu'on vous a confié ces responsabilités. Donc mettez en avant vos expériences pertinentes, vos responsabilités et les résultats obtenus également. C'est important d'indiquer que ce que vous faites a produit certains résultats. Comme il m'arrive à moi de le mettre en avant, parfois pas pour être pédant ou quoi que ce soit, mais de mettre en avant les résultats que certains étudiants, par exemple, ont pu obtenir, ou certains professionnels en formation continue ont pu obtenir grâce à mes conseils ou sur la base de mes conseils. C'est important parce que si vous postulez à tel endroit, c'est en fonction aussi des résultats que vous êtes capable d'obtenir qu'on va vouloir éventuellement travailler avec vous. Cinquième conseil, mettez en avant surtout vos compétences. Alors, je répète du coup la même chose, hein. Ce sont les fameux acquis de l'expérience professionnelle, donc ça veut dire qu'il faut mettre en avant absolument vos compétences. Alors quelles compétences? Eh bien, les compétences acquises, et c'est pour ça encore une fois qu'on parle d'acquis de l'expérience, donc les compétences engrangées, et les compétences transférables aussi. Parfois on parle de compétences transférables, je fais ça pour dire entre guillemets, quoi, des compétences transférables. Transférables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir développé des compétences dans un domaine extra-professionnel, par exemple en tant que bénévole au sein d'une association, donc vous avez développé certaines compétences, et ces compétences-là vont être transférables, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir ailleurs, elles peuvent être transférées ailleurs, et notamment dans le milieu professionnel. Vous voyez, dans le milieu professionnel que vous visez justement à intégrer en voulant
devenir inspecteur, contrôleur ou tel type de concours d'examen que vous visez. Donc ça, c'est le 5e conseil concernant les compétences à mettre en avant. 6e conseil, le 6e conseil, c'est de bien rassembler en fait parce que c'est parfois, enfin c'est assez souvent demandé, bien rassembler en fait tous les documents que vous avez qui attestent que vous avez suivi tel type de formation, que vous avez décroché tel type de certificat. Vous avez aussi parfois la possibilité de mettre de transmettre des lettres de recommandation que vous avez obtenues dans le passé, donc attestation de formation, certificat de formation, diplôme, etc. Voilà pour le 6e conseil. 7e conseil, soignez le rédactionnel. Soignez le rédactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites en sorte de rédiger de façon correcte. Alors, rédiger de façon correcte, ça veut dire au moins 2 choses. Ça veut dire faites en sorte d'être clair, le plus clair possible. Faites en sorte d'être précis au niveau de ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire un budget de combien vous avez géré, par exemple, une collectivité dans une collectivité qui concerne combien d'agents vous avez travaillé, combien de collaborateurs vous avez encadrés, etc., etc. Donc, faisons en sorte d'être clair, d'être précis et surtout d'être professionnel. Professionnel, ça veut dire qu'il faut éviter, bien entendu, d'avoir un style complètement relâché, même si dans ce rapport d'activité, c'est quelque chose qui est davantage littéraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose qui soit complètement relâché au niveau du style. Et ça, c'est valable, bien évidemment, au niveau de l'écrit comme au niveau de l'oral, où parfois certains candidats se relâchent complètement et se disent c'est la fête, puisque les membres du jury sont très à l'aise avec moi aussi je vais être à l'aise, et puis je vais m'affaler sur la table, et puis je vais parler n'importe comment. Eh bien non, là c'est votre image qui est en train de se jouer, et derrière votre image, l'image qui sera donnée de l'administration si jamais c'était quelqu'un comme vous qui était recruté. Donc soignez bien votre façon d'écrire, de rédiger votre rapport d'activité dans le dossier de RAEP, parce que c'est aussi en soignant votre écrit, c'est soigner d'une certaine façon votre lecteur qui est derrière. C'est-à-dire, c'est prendre en compte le fait que derrière, le fait que vous écriviez, eh bien, il y a quelqu'un qui va vous lire. Donc, c'est prendre en compte le fait que ça va être lu et que quelque chose de clair, eh bien, c'est quelque chose qui va davantage convenir à votre interlocuteur. Donc, c'est une marque de respect, d'une certaine façon, de votre lecteur derrière, et plus globalement, des interlocuteurs qui ont été et qui seront les vôtres demain. Donc c'est encore une fois votre image qui se joue. Donc rédigez bien, soyez clair, précis, professionnel. Et deuxième chose, soignez bien évidemment tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, etc. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, eh bien faites en sorte de faire relire par une ou encore mieux par plusieurs personnes. 8e conseil, c'est adapter votre propos au poste visé. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant le fait d'être stratège. Donc, adapter votre propos au type de poste visé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si c'est un poste d'encadrant, de cadre A, par exemple, que vous visez, eh bien faites en sorte d'adapter votre propos et de mettre en avant, par exemple, je ne sais pas moi, une capacité à décider, une capacité à vous situer à un niveau stratégique de décision, une capacité à être force de proposition, etc. etc. Inversement ou parallèlement, si c'est plus un poste de catégorie C que vous visez, donc un poste qui, dans les termes qu'on utilise dans l'administration, relève davantage de l'exécution, eh bien n'allez pas parler forcément d'une capacité à décider, à organiser, etc., mais plutôt une capacité à vous en référer à vos supérieurs hiérarchiques lorsqu'on doit trancher entre différentes décisions, etc., etc. Vous voyez? Donc adaptez bien votre propos au type de poste visé, comme c'est le cas d'ailleurs dans un simple CV, dans un simple curriculum vitae. C'est-à-dire que si vous visez plusieurs postes, eh bien, il faut faire un CV pour chaque type de poste visé. Vous voyez, ce n'est pas le même CV qui va servir à tous les objectifs
qu'il s'agit d'atteindre. Un peu comme dans la vie en général. Si vous voulez vous rendre, vous êtes à Lille, vous voulez aller à Marseille, ça peut être pas mal en voiture. Par contre, si vous voulez vous rendre sur une île, eh bien c'est plutôt le bateau. Vous voyez, donc là, pareil, vous adaptez les moyens en fonction du type d'objectif que vous visez. Donc si l'objectif, c'est de viser un concours de catégorie A, ou un concours de catégorie B, ou un concours de catégorie C, ben, c'est pas la même chose. Et donc la première chose à faire, c'est d'aller voir quelles sont les distinctions entre tout ça, et puis vous trouverez des éléments sur le fait que catégorie C, c'est plus exécution, catégorie B, c'est plus application, catégorie A, c'est plus travail de conception, d'encadrement, etc. Et en fonction de ces indications-là que vous avez, eh bien, vous allez adapter votre propos. Donc, adapter, c'est mon 8e conseil, adapter en ciblant véritablement le type de poste que vous visez, le type de métier, le type d'emploi. Donc, adaptez votre propos au poste, par exemple, au type de poste que vous visez demain. Et du coup, faites en sorte d'être stratège. Neuvième conseil, si jamais vous n'êtes pas la pièce de puzzle parfaite, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous ne correspondez pas complètement de façon parfaite au type de poste, vous avez toujours la possibilité de mettre en avant le fait que vous n'avez pas peur, par exemple, du travail, vous n'avez pas peur d'aller vous former, vous ne craignez pas d'aller poser des questions à vos collègues, aux supérieurs hiérarchiques, à des collègues qui sont dans d'autres collectivités, d'autres administrations, etc. Donc vous n'avez pas peur d'aller chercher l'information là où elle est pour continuer à progresser. Vous voyez, on va d'ailleurs recruter parfois plus facilement quelqu'un qui indique son envie de progresser que quelqu'un qui est déjà en quelque sorte, enfin qui donne l'impression d'être parfait, qui n'a d'une certaine façon plus rien à apprendre. Vous voyez, on va recruter plus facilement quelqu'un qui montre que quand il n'a pas l'information, eh bien, il n'a vraiment pas peur. Vous voyez, donc c'est le côté, j'ai pas peur d'aller chercher l'information, de fouiller, etc. Donc ce qu'on va retenir dans ce cas de figure-là, c'est que même si vous n'êtes pas la pièce de puzzle parfaite, vous voyez, même si vous n'avez pas, comment dirais-je, toutes les compétences requises, eh bien vous avez au minimum un potentiel, certaines aptitudes qui font que vous avez la capacité à aller vous former et vous n'avez pas peur ni du travail, ni d'aller vous former, ni d'apprendre, etc. Vous voyez ? Donc ça peut être un point extrêmement important aussi. Ça veut dire que du coup, l'idée n'est pas de se présenter comme quelqu'un de parfait, mais de quelqu'un qui peut se perfectionner, qui peut progresser et qui a envie de le faire. Et souvent, on aura davantage envie de travailler avec quelqu'un comme ça que quelqu'un qui prétend avoir fait le tour de tout et qui essaye de faire croire qu'il connaît déjà tout sur tout, sachant qu'on est dans un environnement qui est très souvent complexe, changeant, fait d'incertitudes. Eh bien, il vaut mieux quelqu'un qui indique qu'il a un potentiel d'adaptation notamment, et quelqu'un qui indique qu'il va être prêt à faire des efforts pour progresser, s'adapter, aller chercher l'information là où elle est, etc., etc. 10e et dernier conseil, n'hésitez pas à demander des conseils. N'hésitez pas à demander des conseils à qui? Eh bien, à des collègues, par exemple, qui ont déjà passé le concours. N'hésitez pas à aller sur des forums, n'hésitez pas à aller sur des groupes Facebook qui existent, où vous avez des personnes qui sont nombreuses et qui vont passer les mêmes types de concours, qui parfois les ont passés auparavant et qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des personnes qui ont décroché les concours et qui souvent restent dans certains groupes Facebook et qui sont prêtes aussi à donner un coup de main pour donner quelques petits conseils, livrer des suggestions. Donc c'était mon 10e et dernier conseil, et c'est une invitation au passage à rejoindre, si ça vous intéresse, justement le groupe Facebook dont je suis le fondateur, justement ce groupe Facebook Communauté Liberté Conseil, réussir la RAEP, parce que là, nous sommes plus de 1200 personnes pour l'instant, au bout de simplement
quelques semaines, plus de 1200 personnes dans ce groupe Facebook. Il y a parfois ne serait-ce que des échanges dans une sorte de messenger intégré qui permettent justement de partager toutes sortes d'informations. Donc 10e conseil, c'était bien justement, n'hésitez pas à aller à droite et à gauche demander des conseils et à croiser les points de vue, vous voyez. Et je dirais même, justement, ne me croyez pas sur parole, allez croiser d'autres points de vue, enfin allez croiser mon point de vue avec celui d'autres personnes. Ceci dit, pour ma part, en ce qui me concerne, ça fait une vingtaine d'années que je donne des conseils dans ce secteur-là de la formation et pas loin d'autant d'années sur tout ce qui est de la présentation de parcours, etc. Donc je ne pense pas forcément être de mauvais conseils, d'autant plus que bon nombre de candidats ont parfois fini aux premières places ou deuxième place, par exemple, à certains concours, ce qui indique le type de résultat que vous pouvez obtenir pour peu que vous intégriez, que vous suiviez véritablement les types de conseils que je donne ici. Des conseils gratuits, mais des conseils qui ne sont pas pour autant sans valeur. Loin de là, il suffit pour s'en rendre compte et bien d'aller voir par exemple certains témoignages qui sont sur le site de Liberté Conseil, libertéconseil.com. Allez aussi sur ce site si vous souhaitez avoir des conseils complémentaires. Donc le site libertéconseil.com, vous allez trouver notamment tout un ensemble de conseils liés au rapport d'activité, et donc ce fameux rapport d'activité qui fait partie de cet ensemble, vous l'aurez compris, qu'on appelle le dossier de RAEP. Donc, en guise de conseil, qu'est-ce que je peux vous dire en guise de conclusion aussi, c'est eh bien, peut-être de rejoindre le groupe Facebook que j'ai évoqué, le groupe Communauté Liberté Conseil Réussir la RAEP. Suivez peut-être les vidéos comme celle-ci, par exemple, parce qu'il y en aura encore d'autres à venir. Et puis allez voir tous les autres groupes Facebook qui existent. Il en existe sur Attaché Territorial, sur SANS, etc. Donc c'est pas ça qui manque. Et puis, dernier conseil, eh bien, si ça vous intéresse, et encore une fois, il y a plus de 1200 membres dans ce groupe Facebook, eh bien, rejoignez-nous dans le fameux groupe Facebook Communauté Liberté Conseil. Réussir la RAEP, un groupe Facebook qui est extrêmement sympathique puisqu'on y partage énormément de conseils également. Voilà pour la dizaine de conseils que je vous souhaitais donner à ceux qui sont admissibles à différents concours, et encore une fois félicitations à eux, et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être admissibles, eh bien il ne faut pas se dire que c'est un échec, il faut se dire simplement que c'est un résultat qui est atteint et que le but du jeu c'est quoi? Eh bien c'est de prendre en compte le fait qu'en fonction de ce qu'on a fait, et puis en fonction aussi d'autres candidats qui se trouvent peut-être avoir tel et tel niveau, et bien peut-être qu'on a à changer peut-être telle et telle stratégie qu'on avait jusque-là, peut-être qu'il faut aller chercher d'autres conseils ailleurs, etc. Mais en tout cas, faites en sorte de ne pas prendre mal le fait de ne pas être admis directement à un concours, de ne pas être admissible. Dites-vous simplement que c'est un résultat que vous avez obtenu pour l'instant et qui n'est jamais qu'un résultat qui en attend un autre, un tout petit peu plus loin, qui est un autre résultat qui tient tout simplement en un autre mot, qui est la réussite. Donc ça sera à votre tour également, certainement très prochainement, si vous restez persévérant comme le reste la plupart des candidats, des membres de notre groupe Facebook Communauté Liberté Conseil, réussir la RAEP. À très bientôt pour de prochains conseils.